Fidèle 24 nous, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À Gaza, les massacres continuent. Pas moins d'une quarantaine de martyrs sont à déplorer ces dernières 24 heures dans de nouveaux bombardements sionistes visant diverses zones de la bande. Nouvelles frappes américaines contre la capitale du Yémen, Sanaa. Bilan au moins 2 morts et une dizaine de blessés selon le ministère houthi de la Santé. Lutte contre la désinformation, le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, le général Rachdi Fethi Moussaoui, affirme que l'Algérie demeurera à l'avant-garde des efforts de défense de la stabilité du continent. Et puis Sahara occidental, signature d'une convention de coopération en matière des droits de l'homme entre le Forum des juristes algériens et l'Union des juristes sahraouis au cours de la 8e conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui. Et enfin, des organisations marocaines lancent des avertissements contre un complot au sein du régime du Merzen qui viserait à démanteler le royaume et en faire une entité sioniste. Bonsoir à toutes et à tous. La nuit a été longue pour les Palestiniens de Gaza. Plus d'une quarantaine de martyrs et des dizaines de blessés sont à déplorer entre hier soir et ce dimanche matin. Les forces d'occupation ont ciblé plusieurs zones de l'enclave. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, au moins 5 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un bombardement de l'armée sioniste dans le quartier d'At-Toufah à l'est de la ville. Au sud, 2 Palestiniens sont également tombés en martyrs suite à un bombardement d'une maison dans le quartier d'Al-Manara, au sud de la ville de Khan Younes. Les forces d'occupation ont également bombardé la région de Kaf Soufa à l'est de Rafah, faisant au moins 5 martyrs, dont des enfants. Et la liste des victimes de ce génocide sioniste s'allonge de jour en jour. Le bilan s'est alourdi ce dimanche à 51 201 martyrs et 116 869 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, 1827 ont été tués et 4828 autres ont été blessés depuis le 18 mars dernier, date de la reprise de l'agression sioniste, notant que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Et dans ce contexte, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a qualifié de désastreuse la situation dans la bande de Gaza, dénonçant une énième fois sur une radio espagnole une attaque génocidaire dans l'enclave. Abordant le nettoyage ethnique que commet l'entité sioniste dans la bande, Francesca Albanese a souligné que 90% des Palestiniens souffrent actuellement d'insécurité hydrique et manquent d'accès à la nourriture ou aux médicaments, en plus des bombardements incessants et des civils soumis à des abus physiques et psychologiques. Le droit international interdit ce que fait l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Ce n'est pas une guerre, mais une attaque génocidaire. 90% des Palestiniens de la bande de Gaza souffrent d'insécurité hydrique et manquent d'accès à la nourriture ou aux médicaments, en plus des bombardements incessants et des civils soumis à des abus physiques et psychologiques. L'occupation cherche à vider les terres palestiniennes de leurs habitants. Il s'agit là d'un nettoyage ethnique. La mise en œuvre de la solution à 2 États proposée par la communauté internationale est la seule solution qui ne peut être atteinte sans la présence des Palestiniens sur leurs terres. Et de son côté, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a fait savoir que les hôpitaux pour enfants et nouveau-nés de la bande de Gaza manquent cruellement d'équipements médicaux et fonctionnent dans des conditions extrêmement difficiles. L'UNICEF appelle à la réimposition d'un cessez-le-feu et de l'entrée de l'aide dans l'enclave palestinienne. Après les bombardements, la famine constitue la 2e principale menace pour les familles de Gaza.
Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a alerté à ce sujet sur l'aggravation de la crise humanitaire dans la bande, soulignant qu'environ 2 millions de personnes, dont la majorité sont des déplacés, vivent actuellement sans aucune source de revenus et dépendent entièrement de l'aide humanitaire pour garantir leurs besoins alimentaires de base. Une aide qui, je rappelle, est bloquée depuis plus de 7 semaines par l'occupation sioniste. Et alors que la totalité de l'enclave a été détruite par les bombardements, des milliers de familles déplacées ne trouvent plus où se loger. Selon l'UNRWA, il serait plus de 90 000 Palestiniens à s'entasser dans seulement 115 abris de l'agence onusienne. Les Nations Unies estiment d'ailleurs qu'environ 420 000 personnes ont été à nouveau déplacées depuis la violation par la partie sioniste de l'accord de trêve. L'entité sioniste qui poursuit ses raids d'agression contre le Liban. Un civil est tombé en martyr et un autre a été grièvement blessé ce dimanche dans le sud du pays dans une frappe aérienne de l'armée sioniste. Selon le ministère libanais de la Santé, le bombardement a ciblé un véhicule dans la région de Saïda et ce en dépit de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur en novembre dernier. Washington a mené ce dimanche de nouvelles frappes contre le Yémen. Les médias houthis ont fait état d'au moins 2 morts et plus d'une dizaine de blessés dans une attaque ayant visé plusieurs zones de la capitale Sanaa. Et la capitale irakienne accueille la 13e exposition sur la sécurité, la défense, les industries militaires et la cybersécurité. L'exposition qui se poursuit jusqu'au 22 avril verra la participation de 155 entreprises internationales et servira de plateforme pour présenter les dernières innovations technologiques dans le domaine de la défense militaire. Les détails avec Sohila Kelal. Des drones, des véhicules militaires, des caméras de surveillance et tant d'autres équipements. Un attirail militaire truffé de technologies de pointe arbore les allées de l'édition 2025 du Salon de la sécurité, de la défense, des industries militaires et de la cybersécurité. L'exposition sert de plateforme de présentation des dernières innovations et technologies dans les domaines de la défense et de la cybersécurité et offre notamment des solutions avancées en matière de communication, de systèmes de surveillance et d'équipement. C'est une opportunité pour les ministères de la sécurité de s'informer sur les dernières technologies des entreprises et des pays, et également d'acquérir ce qui est approprié à leurs tâches et contribue au succès de leur mission. Si nous parlons du service de lutte contre le terrorisme, du service de renseignement, du service de sécurité nationale ou des ministères de la Défense et de l'Intérieur, chacune de ces unités a certainement des tâches spécifiques et nécessite des armes pour les aider à réussir, ainsi qu'une expertise technique. Avec une large participation de pays étrangers à l'image des États-Unis, de la Chine ou encore de l'Iran, l'exposition offre un espace d'échange, d'expertise et d'apprentissage des dernières technologies et vise, selon les organisateurs, à renforcer les capacités de défense de l'Irak, à ouvrir de nouvelles voies pour la coopération internationale en matière de sécurité, à promouvoir l'échange des connaissances institutionnelles et à soutenir le développement de l'industrie de la défense irakienne. Tout ce que nous avons devant nous lors de ce salon répondait à une demande des ministères irakiens de la Défense et de l'Intérieur. Il s'agit de caméras réparables en Irak, objectif de 300 mm, système radar mondial entièrement intégré, système BAE complet. Tout cela est en cours de préparation en fonction des besoins des ministères irakiens en concertation avec le groupe. Saigné par des années de guerre, l'Irak semble vouloir aujourd'hui montrer au monde qu'il est au diapason des nouvelles technologies, notamment en matière d'armement, de défense militaire et de cybersécurité. Rien de plus légitime dans l'actuel contexte géopolitique que connaît le monde en général et le Moyen-Orient en particulier.
Dans le reste de l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à des projets de loi relatifs à la mobilisation générale, à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les enseignants et les professeurs du secteur de l'éducation et à la prévention contre la drogue et les psychotropes, ainsi qu'à des exposés portant notamment sur l'organisation de la foire commerciale intra-africaine. On en parlait tout à l'heure en titre, la désinformation, un fléau qui était au cœur des travaux de l'atelier régional du Bureau de liaison pour l'Afrique du Nord du Comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique, organisé ce dimanche au Centre international des conférences d'Alger, avec pour thème les répercussions des fake news et de la désinformation sur la sécurité et la stabilité des États. À ce propos, le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, également responsable de la région Afrique du Nord du CISA, le général Roujdi Fathi Moussaoui, a affirmé que l'Algérie, dans sa lutte contre la désinformation et de par son ancrage africain profond, demeurera à l'avant-garde des efforts de défense de la stabilité du continent. L'Algérie, et de par son ancrage africain profond, demeurera à l'avant-garde des efforts de défense de la stabilité du continent. Notre lutte contre la désinformation n'est pas une simple question médiatique, mais une lutte existentielle pour préserver la stabilité de nos États africains. Il est de notre devoir à tous de poursuivre l'action commune pour assurer l'avenir de notre continent face à ces graves menaces. Ce combat n'est pas un choix, mais une obligation dictée par notre responsabilité historique de protéger nos pays et nos peuples contre les tentatives de déstabilisation et de désintégration. Présente également à l'événement, la secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères chargée des affaires africaines, Salma Barta Mansouri, a déclaré que l'information, qui était autrefois un instrument d'éclairage et de connaissance, est aujourd'hui transformée en une arme non conventionnelle qui menace la stabilité et l'intégrité des États. Aujourd'hui, nous ne discutons pas seulement d'un phénomène médiatique ou technique, mais de l'une des menaces contemporaines les plus graves, les guerres de l'information et du savoir. Ces formes d'agression visent la stabilité des États et la cohésion des sociétés en agissant de l'intérieur au moyen d'outils invisibles et imperceptibles qui sèment le doute, alimentent la discorde et minent la confiance entre les peuples et leurs institutions. L'information qui était autrefois un instrument d'éclairage et de connaissance est aujourd'hui transformée en une arme non conventionnelle. Elle est utilisée pour déstabiliser les sociétés, influencer les décisions souveraines des États et orienter l'opinion publique vers des agendas douteux sous couvert de liberté d'expression et d'ouverture numérique. L'Afrique est malheureusement devenue une arène active de cette guerre silencieuse. Selon plusieurs rapports indépendants, les processus électoraux ont été ciblés par des campagnes de désinformation dans plus de 20 pays africains ces dernières années. Ces opérations cherchent à saper la confiance des citoyens dans les élections, à délégitimer les institutions, à encourager la corruption et à alimenter les divisions internes. Nous savons tous à travers nos expériences de terrain, comment les plateformes numériques peuvent être instrumentalisées pour diffuser de fausses nouvelles, manipuler les symboles nationaux, fragiliser le tissu social et provoquer une polarisation extrême. C'est ce que nous avons observé dans plusieurs pays de la région côtière, notamment dans des contextes de transition où l'on a assisté à des percées numériques systématiques. Coopération économique, les travaux du Forum d'affaires algéro-saoudien ont débuté ce dimanche à Alger avec la réaffirmation par les deux parties de leur volonté commune de renforcer la coopération dans plusieurs domaines économiques. Cette rencontre est organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie avec la participation de plusieurs opérateurs économiques algériens et d'une délégation d'hommes d'affaires saoudiens en visite en Algérie, et ce pour explorer les opportunités de partenariat et d'investissement, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'agriculture, du tourisme et du bâtiment.
Diplomatie à présent, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a procédé ce dimanche à l'inauguration officielle du siège du consulat général de Turquie à Oran. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Lounès Magraman ainsi que du wali d'Oran Samir Shibani. Sahara occidental, une convention de coopération a été signée samedi au camp de Dakhla des réfugiés sahraouis entre le Forum des juristes algériens et l'Union des juristes sahraouis au terme de la première journée des travaux de la 8e conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui. Une convention qui va dans le sens de la défense des droits de l'homme et des victimes des violations qu'endure le peuple sahraoui. Nous avons conclu aujourd'hui un accord de coopération avec l'Union des juristes sahraouis. Cette fédération a plusieurs objectifs, notamment la défense des droits du peuple sahraoui. Elle s'intéresse également à la situation des détenus d'opinion parmi d'autres priorités. Cet accord constitue une avancée importante pour la cause des droits de l'homme, en ouvrant la voie à une présence renforcée dans les forums internationaux, les tribunaux pénaux internationaux et d'autres instances. Un accord de coopération et de solidarité a été conclu entre l'Union des juristes sahraouis et le Forum des juristes algériens dans le but d'exprimer une solidarité inconditionnelle en soutien à la cause nationale, d'apporter un appui aux détenus ainsi qu'à notre peuple dans les zones occupées qui subit l'occupation et les violations continues perpétrées par le régime marocain. Cet accord prévoit également un suivi rigoureux de l'ensemble des résolutions internationales qui bloquent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La marche de la liberté, lancée le 30 mars dernier pour réclamer la libération des prisonniers politiques sahraouis, poursuit ce dimanche son escale toulousaine avec l'organisation d'expositions, diffusion de films et conférences avant de reprendre la route pour le Maroc. L'enjeu reste le même, exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis détenus dans les geôles de l'occupation marocaine et faire connaître la lutte du peuple sahraoui. On en parlait également tout à l'heure en titre. Des organisations marocaines rapportent que l'entité sioniste travaille au démantèlement du pays et à l'établissement d'une nouvelle entité de colonisation avec la participation de ses agents dans le royaume. C'est ce qu'a révélé le chef de l'Observatoire marocain contre la normalisation, Ahmed Wihman, ajoutant lors d'une interview à la presse que le plan de démantèlement se concentre sur la diffusion de fausses informations comme la promotion dans les médias que le Maroc est un État saint et sacré pour les enfants juifs. La concentration des identités mortelles pour faire passer le projet dont nous avons prévenu depuis longtemps, afin de déconstruire le Maroc et le reconstruire pour importer un nouvel Israël dans le royaume. En faisant ce que nous sommes en train de faire, nous ne faisons pas que notre devoir légal, moral, national et patriotique envers nos frères palestiniens et les symboles sacrés en Palestine, mais nous le faisons également pour protéger notre pays. Je demande que vos téléspectateurs regardent attentivement cette une de magazine. Il y est écrit « Le Maroc, royaume sacré des Israélites ». Ceci est le projet. Le numéro spécial dangereux a été publié et vendu dans les kiosques et personne n'a demandé de compte à personne. Ahmed Wehman a également confirmé qu'il avait des preuves que le conseiller du roi Mohamed VI André Azoulaï était un sioniste et travaillait à saboter le Maroc. Regardez. Des voix se sont levées concernant Azoulaï, comme quoi il y a eu atteinte à sa personne durant la marche du 6 avril sous prétexte qu'il est juif. Personnellement, je fais partie des gens qui ont empêché qu'on porte atteinte à Azoulaï, car nous pensions durant les précédentes marches que ça se faisait sur fond d'arrière-pensée sectaire car il est juif. Mais dès que nous nous sommes assurés qu'il était sioniste, nous avons d'ailleurs présenté de multiples preuves du sionisme d'André Azoulaï et
compte tenu du poste sensible qu'il occupe autant que conseiller du roi, il détruit le pays. Donc, nous n'hésitons pas à accuser Azoulay, car il détruit notre royaume. Dernier développement sur le terrain dans le conflit en Ukraine. Le ministère russe de la Défense a déclaré ce dimanche que ses troupes avaient repris le contrôle d'un village aux portes de la région de Dnipro, à l'est du pays. Et au lendemain de l'annonce par la partie russe d'un cessez-le-feu durant les fêtes de Pâques, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré de son côté dans un post sur le réseau social X que Moscou avait intensifié ses attaques ce dimanche, ajoutant, je cite, que le pays n'a aucune intention de faire un véritable pas vers la fin de la guerre. Et voilà un sujet qui va vous donner faim. Pendant 3 jours, du 17 au 19 avril, la capitale Alger a accueilli des chefs venus de 14 pays, en plus de 180 participants algériens et étrangers pour un concours unique, élire le meilleur plat traditionnel au cœur du festival d'art culinaire algérien. Les détails avec Maria Chouilleur. Entre parfums d'épices, bruit des marmites en ébullition et savoir-faire transmis de génération en génération, c'est tout un pan de l'histoire algérienne qui se raconte. Sous le thème « Saveurs de nos ancêtres », ce rendez-vous gastronomique célébré à travers des plats fumants, des gestes précis et des sourires gourmands, le patrimoine culturel et culinaire de différentes régions du monde et encourager l'échange de savoir-faire à travers la cuisine. Je prépare un couscous au gland et aux fruits de mer. C'est un plat typiquement algérien. Celui-ci vient de la montagne et celui-ci de la mer. De la finesse des plats du littoral à la générosité des recettes du Sud, la cuisine algérienne s'est révélée dans toute sa diversité, comme est mijotée ici la chouchoura de Biskra pour honorer les papis. Je prépare une chouchoura de Biskra. À Biskra, on aime honorer les invités, alors on prépare ce plat avec de la viande et du poulet. Dans une ambiance festive, cuisiniers et passionnés de gastronomie sont venus des 4 coins du pays, mais aussi de partout dans le monde, pour transmettre l'amour de la cuisine et partager leur passion. Ici, les plats ne se dégustent pas seulement, ils se partagent, ils s'expliquent et ils se vivent. Nous goûtons, nous échangeons et nous découvrons ce qui nous relie. C'est une occasion d'intégrer la culture du pays hôte, l'Algérie, réputée pour la richesse de sa cuisine et de ses spécialités. Nous voulions échanger nos expériences, faire découvrir notre patrimoine culinaire, notamment les desserts syriens, et en apprendre davantage sur les spécialités et traditions algériennes. C'était aussi une belle occasion de découvrir les cultures d'autres pays et de partager nos savoirs ensemble. À travers ce festival, la cuisine redevient ce qu'elle a toujours été, un langage universel entre souvenirs, traditions et nouvelles rencontres. À travers ce festival, l'Algérie a rappelé que la cuisine est bien plus qu'un art, c'est une mémoire vivante. La 14e édition du Festival international de la musique symphonique à l'Opéra d'Alger a été marquée pour sa 3e soirée par des rythmes et des notes venus directement du Danemark et de l'Afrique du Sud. Des performances riches en émotions où les artistes ont pu apprécier l'accueil chaleureux qui leur a été réservé par le public algérien. À noter que le festival baissera rideau mercredi. En attendant, si vous êtes sur Alger, vous pouvez continuer à apprécier les notes musicales venues des 4 coins du monde. We just did a performance of South African
Nous venons de faire une présentation de la musique sud-africaine. C'était vraiment spécial. Nous avons également fait un peu de Pata Pata, une chanson célèbre que les Algériens adorent. L'ambiance ici était bonne. Les Algériens sont aimables. C'est fantastique de visiter l'Algérie. Nous avons passé 3 jours avec l'équipe venue d'Afrique. Ce soir, nous avons présenté 5 différentes pièces. Le public algérien était magnifique. On est très content d'être ici en Algérie pour la 14e édition du festival. Et on va jouer 3 pièces, 2 pièces danoises de Carl Nielsen et Johan Yassil, et une pièce algérique, c'est-à-dire les Bilahi Ya Hamami. Et oui, on est très content. Et voilà, la musique en art qui sait réunir tous les peuples du monde. Madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. À demain.